Bonjour, c'est Mershaï Sahalou, liaison multilingue pour le Conseil du comté de Montgomery, avec une autre édition de votre COVID-19 nouvelle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je parle avec Dr Nkosi Damibita, directeur des services cliniques à McFarland Associates, soutenant le programme de santé afro-américain du comté de Montgomery. Nous aurons des discussions sur les différents vaccins du COVID-19, comment ils fonctionnent dans notre corps, les avantages, les effets secondaires, et nous parlerons aussi de certaines hésitations de la communauté. Donc, Dr Damibita, merci pour être avec nous aujourd'hui. Oui, je suis très heureux d'être avec vous en ce jour historique qui est en fait le premier anniversaire de la déclaration de la pandémie de la COVID-19. Oui, bien. Donc, à propos de ce sujet de vaccination, il y a eu beaucoup d'hésitations, d'inquiétudes, de fausses informations qui circulent dans notre communauté, en particulier parmi les groupes d'immigrants et minoritaires. Alors, j'aimerais bien qu'on parle à propos de ces hésitations, des inquiétudes aujourd'hui, et afin que vous puissiez nous offrir votre conseil professionnel. Donc, Oui, c'est une très belle question et une qui nous préoccupe parce que elle a un passé historique avec les expérimentations sur la population noire d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a tellement de mythes, tellement de fausses informations qui circulent dans la population. Mais ce que je leur dis, c'est ceci. Regardez, nous tous ici, nous sommes encore vivants parce que, en tant qu'enfant, on a reçu, moi qui suis un peu plus âgé, j'ai reçu la vaccination de la variole. La variole n'existe plus maintenant dans le monde. On demande à ce que les enfants soient vaccinés de la varicelle, il y a toutes sortes de vaccins et les vaccins font leurs preuves. La COVID-19 est un danger, un grand danger qui nous interpelle tous à prendre des dispositions nécessaires pour combattre cette pandémie. Il y a bien sûr, il y a les gestes barrières, il y a le port du masque, il faut bien porter ça aussi, la distanciation, l'hygiène respiratoire et corporelle, tout ça sont des mesures importantes et le demeureront. Mais les vaccins offrent vraiment une arme supplémentaire qui, à elle seule, pourra mettre fin à cette pandémie. Et rappelons-nous, on n'a pas besoin de se rappeler qu'il y a eu des millions et des millions de gens qui ont été infectés. Il y a eu des millions à travers le monde qui en sont décédés. Ici aux États-Unis, plus d'un demi-million de gens en ont succombé. Donc, ce n'est pas le moment de jouer avec ça. Nous avons des vaccins qui sont efficaces et qui sont sûrs. On les a produits suite à des essais cliniques très rigoureux. Vous vous rappelez peut-être que dans la dernière phase de ces essais cliniques, il n'y a pas moins de 30 000 sujets qui ont participé à l'élaboration du vaccin dans chacun des trois que nous savons. Et puis, il y en a encore d'autres qui sont dans la pipeline. Et on a évalué avec chacun de ces vaccins l'efficacité et la sûreté. Et j'implore notre population, j'implore nos gens à se faire vacciner et à prendre des informations sûres là-dessus pour être préparés. OK, merci. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment les vaccins fonctionnent dans notre corps une fois qu'ils sont injectés pour combattre le virus et aussi quels sont les effets secondaires que les gens peuvent s'attendre? Bon, ça c'est une très bonne question. En fait, comme tout agent pathogène, ce que le virus est aussi, et ils entrent en contact avec notre corps et peuvent provoquer une maladie dans l'organisme, peuvent provoquer la mort. Et chaque pathogène, dans ce cas, le virus, est composé de plusieurs éléments. OK? Et généralement,
il y a ce qu'on appelle un antigène. C'est en fait un corps étranger. Le corps étranger entre dans notre corps et notre corps réagit immédiatement parce que il y a des soldats, en fait, qu'on appelle des anticorps, des soldats aux aguets, qui se constituent immédiatement quand il y a cette rencontre avec un corps étranger, avec un antigène, et ils se jettent sur cet antigène pour le détruire. Et ces cellules qui produisent cette réponse immunitaire, ils ont une mémoire qui va rester active et sera réactivée dès que ce même antigène viendra en contact avec notre corps. Donc, les anticorps font partie de ce qu'on appelle le système immunitaire et ça dure dans le temps, mais pas toujours. C'est pour cela que il faut s'attendre à ce qu'il y ait un boost. D'ailleurs, avec l'expérience de la COVID-19, que ce soit avec le vaccin de Pfizer ou de Moderna, le boost est immédiatement administré à 3 semaines ou 4 semaines dans le cas de Moderna, de la première dose. Ça, c'est des boosts qui demandent aussi, qui provoquent nos cellules immunitaires à générer cette réponse, à préparer les soldats pour pouvoir attaquer. Bon, la question en ce qui concerne les effets secondaires, avec les vaccins, il y a, comme tout, tout ce qui est dans la médecine, c'est question de coût-bénéfice. Donc, il faut prendre en ligne de compte les effets secondaires. Et justement, c'est pour cela qu'on fait des essais cliniques pour étudier, pour analyser ces effets secondaires. Dans le cas de la COVID-19, c'est des effets plus ou moins légers. Il y a au site de l'injection, il y a peut-être un peu de douleur et il peut y avoir des céphalées, de maux de tête, il peut y avoir un peu de frissons, de douleurs musculaires, mais ça n'affecte pas tout le monde. Et ces effets se font sentir plutôt avec la deuxième dose. Avec la deuxième dose, pour à peu près une journée, on ressent ces effets et puis ça disparaît. Et que je sache, il y a des millions et des millions de gens qui ont déjà été vaccinés et qui, jusqu'à présent, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de morts significatifs. Il y a eu un cas qui a été déclaré au tout début, et il s'est avéré que c'était plutôt la prémorbidité, les antécédents que cet individu avait, qui a eu raison de sa vie. Donc, voilà en bref ce que, avec ces vaccins, ces 3 vaccins qu'on nous propose, les 3 vaccins qui ont été agréés, les effets secondaires existent, mais ils sont ils sont pas très sévères. Oui. Donc, vous venez de parler de ces 3 vaccins. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences principales entre ces 3 vaccins qu'on a ici aux États-Unis? Maintenant, on a Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Quelles sont leurs efficacités à combattre le virus? Bien sûr. Et là, je repars à mes propos du début, comment le corps réagit quand un vaccin, quand un antigène entre dans le corps. Les vaccins utilisent ce mécanisme-là. La différence en termes de production, nous reconnaissons tous maintenant l'image vedette là, du virus avec cette couronne. J'appelle ça le couronne de la mort. Cette couronne est faite comment dirais-je là, de pics, de clous de protéines. Hein? Et c'est ça qui enveloppe
le virus. Bon, dans le cas de Pfizer et Moderna, ils ont utilisé une méthode très innovante, en ce sens que c'est pas le virus lui-même qu'on injecte. Par le passé, les autres vaccins qui ont existé, qu'on a utilisés, j'en avais mentionné au début, ces vaccins utilisent soit un organisme qui a été tué, hein, un organisme mort qu'on introduit comme antigène et le corps réagit en produisant les anticorps. Et il y a, dans d'autres cas, c'est plutôt un variant de ce pathogène, un variant inoffensif en fait, qui a été affaibli, qui a été atténué, c'est le terme qu'on utilise, pour pouvoir produire la réaction immunitaire. Bon, dans le cas de Johnson Johnson, c'est en fait un variant inoffensif qui est introduit et qui suscite la réaction immunitaire. Dans le cas de Pfizer et de Moderna, je parlais d'une approche innovante. Cette approche utilise le message que le virus envoie pour que le message qui constitue, qui produit les clous de protéines autour de l'enveloppe, autour du virus, et cette enveloppe en soi, cette protéine en soi n'est pas le virus entier, mais pour avoir intercepté, et c'est pour ça qu'on appelle ça le messenger RNA, le message, intercepter ce message et demander au corps de produire ces protéines, et le corps immédiatement va reconnaître ces protéines comme un corps étranger. Ils vont se mettre à l'œuvre, ils vont se greffer sur la protéine-là et la détruire. Donc, c'est le mécanisme entre ces deux. Bon, maintenant, en termes d'efficacité, tous les trois vaccins sont très efficaces. Il n'y a pas question, on dit que l'un n'a que 82%. Non, ça ne veut rien dire. La plupart des vaccins qu'on a connus jusqu'à présent, si on prend un vaccin qui est efficace à 60%, 65%, 70%, on dit que c'est un très bon vaccin. Là, nous sommes dans les 95% d'efficacité. Et puis, c'est des vaccins sûrs. Donc, tous les trois, à part ce mécanisme de production de notre réaction immunitaire, et le fait que, en plus de ça, le J&J, Johnson Johnson, ne requiert qu'une seule dose, une dose unique. C'est ça la grande différence. Mais sinon, tous trois sont équivalents, ils sont efficaces, et je recommande à ce que les gens puissent, quel que soit le vaccin qui est disponible, accepter de vous faire vacciner. OK, merci. Vous avez un peu touché sur ça. C'est quoi votre message direct à ceux qui ont une préférence pour l'un ou l'autre? Parce que vous venez de dire que tous les trois sont efficaces, mais j'ai entendu beaucoup parler, ils disent que je ne veux pas Johnson Johnson parce que c'est 85% effectif. Donc, qu'est-ce que vous dites à ça? 85%, comme je l'ai dit, pour homologuer et agréer un vaccin, on est à 60%, 65%. Les très, très bons vaccins qu'on a connus jusqu'à présent, c'est de l'ordre de 70%. 85%, j'accepte, je prends le 85%. Et en plus de ça, ce que le J&J, le vaccin J&J, confère, c'est qu'on s'est rendu compte que aucun des gens vaccinés au J&J n'ont succombé. Donc, ça protège contre les complications disons, si vous voulez regarder ça en termes de chiffres, les soi-disant 15% qui tomberaient malades, ils ne pourront jamais développer les complications
que nous savons avec la COVID-19, ils ne pourront pas en mourir. Donc, c'est une très bonne protection. Il n'y a pas à hésiter une seule seconde pour prendre l'une ou l'autre. Et justement, c'est très important de vacciner le plus de gens possible parce qu'on vise, au bout du tunnel, on vise à ce que la collectivité soit immunisée, soit protégée. D'accord, merci. Donc, les femmes enceintes, est-ce qu'elles peuvent se faire vacciner et quels sont les risques associés? Pour le moment, non, et la raison est simple. Dans les essais cliniques, les femmes enceintes n'étaient pas recrutées. Et je pense que c'est faire cette erreur du côté de la prudence, c'est une bonne chose. Par prudence, donc, on n'a pas introduit les femmes enceintes dans les essais cliniques. Maintenant, les études ont commencé pour voir dans quelle mesure on est en train de recruter pour voir si ces vaccins sont aussi, n'ont pas d'effet nocif sur les femmes enceintes. Et ces études, une au moins que je connais, a commencé. Et l'espoir, c'est que d'ici là, si on arrive à protéger un peu tout le monde, c'est que les femmes enceintes n'auront pas vraiment de subir une vaccination quelconque. Elles pourront attendre jusqu'à la naissance de leur bébé et puis pourront se faire vacciner si les vaccins sont encore disponibles. OK, merci. Et l'autre hésitation que j'ai entendue concerne les femmes qui craignent que se faire vacciner peuvent leur rendre infertiles. C'est quoi votre message à propos de ce sujet? Oui, j'ai entendu ça aussi, mais ça fait partie des mythes. Il y a beaucoup de mythes par rapport à ce vaccin. Ces mythes-là ont été propagés même bien avant que les vaccins soient homologués. Alors, vous voyez, il n'y a aucun problème avec la fertilité. Et ça ne devrait pas empêcher qui que ce soit d'aller se faire vacciner. OK. Oui, c'est ce que je pensais aussi parce que je me demandais c'est quoi la relation que, qu'il y a avec l'infertilité. Oui, merci pour ça. Et ma dernière question pour vous, et je sais que vous êtes occupé, donc je vais vous laisser partir, c'est, je comprends que même si on se fait vacciner, on peut toujours être infecté par le COVID-19 et aussi le propager dans la communauté jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on appelle herd immunity. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ça? Et aussi, qu'est-ce que les gens doivent faire après qu'ils se font vacciner? OK. Très bonne question, excellente question. D'abord, je dis ceci. Une fois qu'on est vacciné, on est protégé. L'incertitude, c'est la durée de l'immunité. On ne le sait pas encore. L'avenir nous le dira, hein, parce que nous sommes en train de vivre ça tous ensemble. Et bien sûr, il y a eu des cas de réinfection avec ceux qui ont survécu, ceux qui ont eu la COVID-19 et qui ont survécu. Il y a eu des cas de réinfection, mais c'est extrêmement rare. Et il faut que je mette l'emphase sur ce point-là. C'est rare, c'est très rare. Et je soupçonne aussi que ce sera la même chose avec certains des vaccins. Mais ensemble, le plus de gens, on protège, même si c'est pour une courte durée, ça nous amène vers ce qu'on appelle l'immunité collective, le herd immunity. C'est quoi le herd immunity? C'est quand une grande partie de la population devient immunisée contre une maladie. Et ça rend la propagation de la maladie peu probable. Donc, travaillons à cela. Plus de gens sont vaccinés, plus on protège ceux qui n'ont pas encore été vaccinés. On brise en fait le cycle de la propagation. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, même avec avoir été vacciné,
je recommande à ce que les gens n'oublient pas les gestes barrières. Les gestes barrières vont continuer. Hein. Le fait qu'on évite les grands rassemblements avec beaucoup de gens, le fait de garder la distanciation sociale, le fait de porter le masque. Et le masque, il faut bien le porter. Il faut que ça puisse couvrir la bouche et le nez. Hein. Je vois des gens dans la rue avec un masque qui descend jusqu'au menton, mais ça ne sert à rien, ça. Hein. Donc, on va continuer avec ça. Les règles d'hygiène ont toujours existé avant la COVID. Se laver les mains. On se lave les mains avec du savon. Hein. On s'est rendu compte que c'est efficace pour se protéger contre la COVID-19. Donc, mon conseil, c'est que les gens puissent continuer à observer ces gestes barrières-là. Et quand on sera au point où, disons, 70 à 80% de la population aura été vaccinée, et Dieu merci, avec le président Biden, dit que d'ici l'été, tout le monde en Amérique sera vacciné. On aura atteint ce niveau d'immunité collective. OK. Bon, merci, Dr. Dambita, pour prendre votre temps, venir ici, partager votre connaissance. Donc, merci beaucoup. C'est mon plaisir. C'est moi qui vous remercie. Bon, j'espère que vous avez trouvé ma discussion avec Dr. Dambita informative. Si vous avez des questions, écrivez-les dans la section commentaires de notre Facebook. Merci pour être avec nous et bonne soirée.